Donc, je me présente, je suis Emmanuel Dunouvion, moi je suis salarié du groupe LaTecoR et je suis mis à disposition du pôle Aerospace Valley, donc au sein du service développement en innovation des PME ETI, sur plus spécifiquement les domaines matériaux et procédés, et je fais partie des animateurs de cet écosystème d'excellence qu'on appelle SMP pour structure, matériaux et procédés. Alors pour rappel, le café techno, c'est quoi? C'est l'occasion de se retrouver un peu tous ensemble entre membres dans un cadre informel pendant 1 heure de webinaire pour qu'on prenne un peu connaissance et enrichir notre expertise d'innovation sur des produits et des procédés techniques dans l'un des 5 écosystèmes d'excellence, donc aujourd'hui pour SMP. Alors sachez que ce café techno, on l'enregistre et que vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley d'ici quelques jours. Et les supports de présentation, j'ai oublié de poser la question à Gauthier et Arnaud, mais seront quant à eux disponibles s'ils l'acceptent sur notre plateforme collaborative Connect, et plus spécifiquement dans la communauté E2SMP qui est dédiée uniquement aux membres Aerospace Valley. Donc je voulais remercier pour l'organisation de ce café techno Jennifer qui est dans l'ombre là, mais elle est en face de moi, qui m'assiste sur l'organisation de ce déroulement. Et remercier également Florent Beuger du pôle européen de la céramique pour son soutien sur la communication de ce webinaire dans son réseau. Donc aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser à l'utilisation de la céramique technique en fabrication additive pour la conception d'antennes de nanosatellites. Alors effectivement, c'est une thématique assez ciblée, mais qui peut ouvrir peut-être d'autres horizons d'usage par rapport à ce que vous faites dans vos structures. Alors moi, j'ai eu le plaisir d'organiser ce café techno avec Karen Malsalès, qui est marketing manager, et Arnaud Roux, qui est sales manager tous les deux chez 3D Ceram. Et pour choisir les intervenants également à cette présentation. Donc pour commencer, donc on va avoir une présentation d'Arnaud, Christophe Chaput n'ayant pas pu, il y a eu un empêchement de voyage, on va dire. Ensuite, on aura une présentation de Siddharth Tiwari, pardon, qui est le managing director de Sinto 3D Ceram Tiwari, alors qui nous présentera la technologie d'impression de 3D par stéréolithographie à base de carbure de silicium. Alors malheureusement, Siddharth a eu un empêchement aussi, et en fait son intervention a été filmée, qui sera retransmise, et c'est Arnaud qui nous fera une présentation de 3D Ceram et qui répondra aux questions. Puis on décollera vers le New Space avec Gauthier Mazingue, d'ingénieur R&D antenne chez Anyways, un acteur français du New Space qui a trouvé dans l'impression 3D la solution à ses besoins pour la fabrication en céramique d'antennes de nanosatellites. Donc chacun d'entre eux vont nous aider à mieux nous projeter par rapport à vos éventuels besoins. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Pour ça, vous avez dans le menu un petit point d'interrogation. Les questions, vous les posez par écrit. Et à la fin de toutes les présentations, je lirai les questions posées aux intervenants à qui vous souhaitez qui vous feront des réponses. Et si on n'a pas le temps de prendre toutes les questions, ils vous répondront par écrit. Donc, j'ai suffisamment parlé. Je vais donner la main tout d'abord à Arnaud, qui va nous faire une brève description avant de lancer le film de Monsieur Tiwari. Arnaud, c'est à toi. Merci Emmanuel. Est-ce qu'on voit mon écran? Alors, on voit... Ouais, t'as un mode éditeur. Là, et là, c'est bon. Ouais, parfait. Ouais. Merci Emmanuel pour ton introduction. Christophe Chaput s'excuse, malheureusement il a eu des contraintes de voyage en effet et il peut pas se connecter ce matin, donc je le remplace au pied levé. Simplement pour dire quelques mots sur 3D Ceram au début, faire un petit focus sur le marché de l'aérospatial pour les céramiques imprimées en 3D. Une slide ou deux sur les propriétés qui sont
recherchés régulièrement par nos clients du spatial, et puis un peu la vision du futur pour le marché de l'impression 3D, des céramiques techniques. 3D Céramique, qui on est? On est une société basée à Limoges et on est un fournisseur d'équipements pour l'impression 3D des céramiques, de l'imprimante jusqu'aux équipements de cuisson. On a développé une technologie de SLA, donc c'est la stéréolithographie. C'est une technologie qui a été développée il y a une vingtaine d'années et industrialisée depuis, avec une gamme de machines assez large. Les machines que l'on propose sont sur le petit visuel que vous avez. Et puis plus récemment, ça va être l'intervention de Siddharth Tiwari sur le FFF. Donc le FFF, c'est Fused Filament Fabrication. Donc vous connaissez probablement, c'est du dépôt de fil qui nous permet de proposer des nouveaux matériaux, notamment le carbure de silicium. On propose bien sûr les consommables qui vont avec les machines. On a développé des softwares dédiés à l'impression 3D des céramiques. Et puis, évidemment, on accompagne nos clients une fois qu'ils ont la machine pour qu'ils puissent sortir des belles pièces imprimées 3D, des bonnes pièces fritées avec les bonnes propriétés. Donc là, on a une équipe qui est dédiée pour accompagner nos clients. La stéréo, comment ça fonctionne? Alors, c'est un mélange de poudre de céramique avec un organique et ça nous donne une crème assez liquide que l'on va mettre dans l'imprimante. Vous voyez le petit visuel en bas, vous avez, si vous voulez, l'imprimante va étaler une fine couche et puis c'est un laser qui va venir polymériser les pièces. Couche par couche, on va fabriquer les pièces de bas en haut pour obtenir une pièce verte. Ce qu'on appelle verte, c'est la pièce qui est juste imprimée. Et puis en plus, derrière, on a deux étapes de cuisson qui sont le déliantage dans un premier temps pour brûler tous les organiques que l'on a mis initialement dedans, obtenir une pièce très fragile, assez poreuse, que l'on va mettre dans un four de fritage où là, on monte à haute température pour que les grains de céramique viennent vraiment se fusionner les uns aux autres et qu'on obtienne une densité de 100%, proche de 100%. Et c'est là qu'on a le retrait de la pièce en alumine, pour donner un exemple, ou en zircone, vous le verrez avec les pièces d'Anyways. Là, on a 20% de retrait à peu près. Donc, on imprime les pièces 20% plus grandes. Voilà, on a des machines pour des labos, pour les universités, ça c'est les C100. On a la C900 et la C1000 qui sont des machines un peu plus, on va dire, entre les deux, entre le développement et la production. On peut commencer à faire des petites séries. Et puis, on a la très grosse machine qui permet, avec un plateau d'impression de 600 mm par 600 mm, qui permet soit à nos clients de faire des grosses pièces, soit faire beaucoup de petites pièces, on va dire. Donc voilà pour la présentation 3D. On rentre dans le vif du sujet avec le marché de l'aérospatial. Nous, ce que l'on voit avec nos clients, c'est qu'il y a deux différentes approches. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des clients qui sont plus dans le conventionnel space, qu'on appelle, d'autres qui sont plus dans le new space. Donc les différences, c'est que le conventional space, c'est plutôt des grands donneurs d'ordre, type Thales, Safran, qui sont là depuis des années. Ce sont des grands projets à long terme qui durent entre 3 et 5 ans, on va dire, sur des satellites, des gros satellites, plus d'une tonne, pour des applications d'observation, de communication, des missions scientifiques. Donc, dans les exemples de véhicules sur lesquels on a travaillé, il y a Ariane 5 ou le Falcon 9. Et des quantités, on va dire, des volumes de lancement de satellites assez bas, entre 100 et 150 par an. Dans le New Space, c'est plutôt une nouvelle approche parce que les matériaux sont pas forcément qualifiés. Donc, ça veut dire qu'on va les qualifier actuellement en même temps que nos clients, des satellites plus légers, à plus
plus basse altitude, et puis surtout des délais pour lancer beaucoup plus courts. Donc là, l'impression 3D va permettre d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus réactif. On va permettre de sortir des pièces rapidement pour nos clients. Et c'est un petit peu, je pense, que ce dont va parler Gauthier en termes de, voilà, c'est une bonne réponse pour les startups qui lancent de nouveaux produits. Un exemple sur le marché plus conventionnel, c'est des grosses pièces, on va dire, des grandes pièces qui vont ouais, ça peut aller jusqu'à 1 mètre, voire plus, de taille de pièce. Des matériaux qualifiés, type le carbure de silicium de Boostech ou le zéro dur de Schott. Et il y a peu de sous-traitants qualifiés. Donc, ça prend plus de temps pour se faire qualifier. Nous, on a travaillé avec certains, notamment Thales, pour qualifier le nitrure de silicium. Je vais y revenir dans une slide suivante. Mais c'est plus des applications structurelles ou des applications optiques. Donc, c'est le cas avec les miroirs, par exemple, de satellites. C'est on a travaillé sur ce type de pièces-là. Voilà des exemples. Un exemple de grande pièce que l'on a pu fabriquer avec la plus grosse machine, un miroir en alumine de 450 mm de diamètre, une fois frité. Donc, ça veut dire que la pièce imprimée était plutôt aux alentours de 550 mm. Et une autre structure plus nid d'abeille que l'on a aussi fabriqué sur cette grosse machine. Sur la partie New Space, là, on est plutôt sur on va dire des petites pièces, des plus petites pièces, où toutes les problématiques thermiques sont importantes et les céramiques sont des bonnes réponses à nos clients pour ça. Donc là, ça va être des applications type des thrusters, des isolateurs thermiques, aussi des miroirs, des plus petits miroirs, mais aussi des antennes, et on le verra avec l'exemple d'Anyways. Ça, c'est un point important, c'est que d'après l'étude Smarttech qui est sortie en 2020, le marché de l'impression 3D pour les céramiques va exploser en 2024. On voit bien qu'il y a un changement, vraiment une hausse du marché. Là, c'est une slide où on voit toutes les différentes applications possibles. Ça va de l'horlogerie, la joaillerie, le dentaire, le biomédical, l'électronique, l'automobile et aussi le spatial. Donc le spatial, c'est le bleu, la première en bas. Donc on voit des chiffres qui vont aller en 2027 pas loin de 290 millions de dollars. Mais on voit bien en 2024 ce changement parce que on sait que normalement, ça va être tous les industriels qui vont passer à ce mode de fabrication, pas uniquement pour faire de la R&D, mais vraiment pour faire de la production. Un point sur les matériaux. Alors, nos clients aujourd'hui viennent nous voir parce qu'ils ont des besoins de densité. Ils cherchent des densités basses, des pièces pas trop lourdes, mais qui vont avoir une très bonne rigidité. Des rigidités hautes, type le SI3N4, par exemple, que l'on voit sur le petit graphe. Ou alors, ça dépend des CTE, des coefficients d'expansion thermique très bas, par exemple la cordérite, ou des conductivités thermiques plutôt hautes. Donc ça, c'est un petit graphe qu'on a fait sur représentant la rigidité avec la stabilité thermique, et nos clients vont tendre vers best materials, on va dire. Donc aujourd'hui, on a des matériaux qui s'en rapprochent avec le SI3N4, avec la cordérite. Un point intéressant dont va parler Siddharth avec Tivari, c'est qu'avec sa technologie de FFF, lui, il a développé le SiC, le carbure de silicium. Et ça, c'est aussi un matériau très recherché dans le spatial. Un exemple de matériau qu'on a qualifié en collaboration avec Thales Alenia Space, c'est le SI3N4, le nitrure de silicium.
Ils nous ont fait développer ce matériau-là. Ils ont testé les propriétés mécaniques de ce matériau et ils l'ont qualifié. Donc ça, c'était vraiment pour un projet du marché conventionnel. Donc pas encore de pièces on va dire en orbite lancées, mais c'est un projet sur du long terme, on va dire à 3 ans. Voilà, pour terminer, on a les céramiques. Bon, on va dire que le futur s'annonce bien, que ce soit pour le New Space ou pour le conventionnel. On a de belles perspectives. On a des matériaux de qualité. Donc ça, c'est un point essentiel que nos clients nous demandent, c'est-à-dire qu'on a vraiment les mêmes propriétés mécaniques qu'une céramique conventionnelle. L'impression 3D va permettre d'accélérer, de réduire les temps de développement, réduire les temps de livraison des pièces. Il n'y a pas d'outillage avec l'impression 3D, pas de moule. Une flexibilité aussi qui est vraiment améliorée parce qu'on va pouvoir vraiment faire du sur-mesure. Et c'est un point essentiel aussi pour nos clients qui nous le demandent. Voilà, quelle est votre empreinte carbone? Le développement durable est dans tous nos sujets. Et l'impression 3D, on va dire, oui, on va polymériser juste ce dont on a besoin. Et tout ce qui n'est pas polymérisé, imprimé, on va pouvoir le réutiliser pour une autre production. Donc nos clients, dans leur idée, c'est de pouvoir faire des centres de production là où ils ont des machines, aux États-Unis, en Inde, en Chine, au Japon, pour pouvoir faire les pièces là où ils en ont besoin. Juste un mot pour finir sur un peu la vision de 3D Céram. On est positionné sur des machines pour les industriels, donc ça veut dire qu'on est en train de travailler sur toute l'automatisation de nos équipements, avec évidemment le numérique qui rentre en jeu, une automatisation complète parce qu'il y a plusieurs process, il y a l'impression, mais il y a aussi le recyclage du consommable et puis après les étapes de cuisson. Donc on travaille sur la proposition à terme d'avoir des lignes d'impression semi-automatiques, tout ça dans le cadre voilà, de la Smart Factory. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur l'impression 3D des céramiques techniques avec la SLA. Et puis je vais laisser Siddharth continuer sur une autre techno plus abordable et qui permet d'imprimer du carbure de silicium. Ok, merci Arnaud. Donc pour Siddharth, comme on l'a expliqué, on va lancer un enregistrement. Donc on va le lancer. Arnaud, peut-être si tu peux juste nous confirmer que tu entends bien le son. Voilà. Ouais, je te dis. Et qu'il y ait l'image. Voilà. Hop. Bonjour, mesdames et messieurs. Greetings and a very warm welcome to this TechnoSpace Cafe session from Berlin. My name is Siddharth and I'm the Managing Director of 3D Ceram Shinto Tiwari, located in Berlin. 3D CST, as we now call it in short, was formerly Tiwari Scientific Instrument, an ESA big alumni founded in 2019. We have officially ascended into the Sinto Group in July 2022 and are working very closely with our colleagues in Limoges in France, both for FFF, that is fused filament fabrication, as well as SLA, stereolithography technology. Now, moving from the corporate aspects, let's jump into the topic for which we are gathered here, that is FFF, or fused filament fabrication, as technology for manufacturing ceramics and metals. So, how does it work? It's actually very simple. Just like a print of a plastic that you might have seen. There is a filament with plastic-filled metal or ceramic powder, and it is melted through a nozzle to obtain the desired shape. This is the shaping step. This follows the common steps to manufacture ceramics, that is, debinding and sintering. Debinding involves removal of the plastic content, and sintering the compacting of the powder to obtain a dense ceramic.
The result, as I said, is a very dense part of ceramic, which is suitable for a number of industrial and research applications. This process can also be used not just for ceramics, but also for metals. This sounds great, but where does this technology stand as compared to other technologies? Well, firstly, you process both metal and ceramics very well. This is one advantage of this technology, as most technologies can either do one or the other. Color or optical properties do not play a role. This is a big issue with laser-based systems, where color of the material can be a showstopper. Infills, we love infills, but what are they? How about an object which is big, but then empty inside? That can really be well achieved with FFF, and it's one of the few technologies that can do this. But there are some other advantages as well. Let's have a look before that at the most common misconceptions. FFF densities are low. That is fake news. Densities higher than 95% can easily be achieved. For silicon carbide, this value can be around 97%, for alumina as high as 99%. But where does this misconception come from? Inefficient printing and heat treatment. As we know, even though the focus is on printing, it essentially is still a process, which involves more steps than just printing. To obtain the best results, each step and the equipment needs to be understood well. And that is where our specialty lies, process engineering. The second myth or fake news, that is, FFF surface finish is unacceptable. That's again, as I said, fake news. Part surface finish is 5 to 10 microns as printed, comparable to what you can get with plastics. This actually becomes even better because after sintering, the part is shrinking almost 50% in volume. This results in end surface finish being around 2 to 4 microns. That's really not bad at all and suitable for a lot of industrial applications. This actually can be further improved by some simple surface treatment techniques both before heat treatment as well as after heat treatment. So you can even make it suitable for a number of aerospace applications. That was a deep dive into the advantages. Now let us have a look at the two materials, one ceramic and one metal, that is very much relevant to aerospace. Beginning with the ceramic, silicon carbide. Silicon carbide is an amazing material. It is light, stiff, has a wide operational temperature, it has a very low CTE, and the list goes on. Silicon carbide and FFF, or SiC, is a match made in heaven. Why? Let's have a look at it. Firstly, silicon carbide or SiC is a dark ceramic. We call it Schwarzkeramik in German. It actually absorbs radiation easily because of its dark surface or dark color. That means laser-based processes tend to have difficulties in processing them, but not FFF. As you might remember, FFF is color independent. A really high density of 97% can be achieved with excellent surface finish. Secondly, when talking about AM, you might often hear people talking about wall thicknesses. Wall thickness greater than 7 to 8 millimeters per part means it's risky. That means it can crack during the heat treatment. But not for FFF. How come? It's actually simple. The answer is something that we discussed before. That is infill. The ability to print actually large objects and thick objects which are empty inside means that the process is suitable to produce larger dimension SiC parts, which are challenging with other technologies. This works with FFF because of the less volume of material, or let's say less mass of material, you have less binder, and thus the debinding process becomes easier. Next advantage, of course, with FFF is the relatively simple extrusion process means that there is less wear and tear due to the hardness of SiC. SiC is really hard. It's as hard as diamond, so there can be a lot of wear and tear. But with FFF, the printer parts that need to be maintained and serviced because of the hardness of SiC is just the nozzle. So
Basically, you print a few hundred grams or a kilo of SiC, and you might have to change the nozzle, which basically takes 4 minutes, 5 minutes. So no big maintenance or downtime for the machine can be expected. Now, that's not it. Of course, the icing on the cake has been actually the testing that we have done. Our part and materials have been tested at the European Space Agency, at the ESTEC in Netherlands. Back in 2019, when we started the company and we said, we can print silicon carbide, there was so much of requests for the data because people were pessimistic. They were skeptic if something could really be achieved with extrusion processes. Most of the results of the extrusion process back then were not really good, densities of 80–90%. So that's why our connection with ESA helped us a lot. And we actually worked with ESA's friend scientist and a very leading material researcher in his field, Dr. Hugo Lafont. And we did a number of destructive and non-destructive testing on samples. So, and here in the next slide, I will show you some test results. So here you can see in this slide results for the bending strength, CTE, thermal conductivity, properties. The CTE of silicon carbide, as I told you before, is very low. It's 2.9 ppm per degree Celsius. That's really low. Typically, for example, for metals, this value can be above 10 most of the times. CTE is a very useful, low CTE value is a very useful attribute for satellites because, as you know, when you're getting direct irradiation from the sun, it can get really warm. On the other hand, when there is no sun or when you're facing the darkness of the space, it can become really cold. So the hardware will see a lot of temperature difference, and because of it, it could contract and expand. But having a low CTE prevents huge amounts of contraction and expansion, and you don't have so many stresses in your structures. So that's really helpful. As we see from the density, it's light, and its bending strength is not bad for such a light material. Okay, now let's move to the next material, which is of relevance to aerospace, and that's titanium. Titanium, we call it the rich man's steel. It has half the density of steel and double the strength compared to steel. With the process we have developed for titanium, you can actually expect densities also similar to silicon carbide, a bit higher. That's around 98%, and surface finish that's better than ceramics. How? Regarding the surface finish, I will not tell you too much because it's meant to be a bit of a teaser. But we have developed a process which definitely reduces the cost. Now, since titanium can be expensive and difficult to machine, let's say after being sintered or when it's a block of metal, we developed some cost-effective ways to process titanium so that no conventional machine is required, but you still have excellent results. By avoiding conventional machining of titanium blocks, we also avoid any oxidation of titanium at surface. Now this can, oxidation on the surface or degradation can lead to earlier failure of the part. This shows up typically during fatigue testing of the part. If you want to know more about the special process that we have developed, which is cost efficient at the same time maximizes the output that you can obtain from your part, then please get in touch with us. Now we can also have a quick look at some of the applications for titanium, aeronautics, space, biomedical, because titanium is really biocompatible, luxury as well, so from glasses to handwear, so a lot of things use titanium. In terms of properties, as I said, it's light. It has almost half the density of stainless steel. Stainless steel could be about 8 grams per cc, but its tensile strength is almost 1000 megapascal. That's a really impressive number. And of course, these properties are comparable to conventional manufacturing of titanium. The CTE is also is something that you would see from conventional manufacturing. Well, that is not all. The FFF can continue to produce many more parts for you with a lot of different materials. So we can manufacture parts out of alumina, as you see on the top left of the screen, zirconia, which is very suitable for space applications because it's one of the ceramics that displays very good shock resistance, stainless steel, of course, copper because of its high thermal conductivities, and many more. So
as you can see, there is a wide range of materials that can satisfy the needs of a wide range of audience and potential users of the technology. That is all from my side. Just to wrap up this conversation, again, I stress on some of the advantages, and that's FFF, or fused filament fabrication, is easy to use and economic technology to produce high quality parts. The quality of the parts are perhaps slightly inferior than SLA or SLM, selective laser melting of metals, but they are not way off as sometimes they are shown to be. It's a technology perfect for prototyping, but it might face some problems when you go for larger production. But well, that works for space projects because you are mainly focusing on small quantity of very special parts. So if you think FFF is the tech for you, then please get in touch with us. Thank you and have a very nice day. Nice day. Nice day. Ok, donc si vous avez des questions par rapport à cette présentation, Arnaud saura éventuellement y répondre. Et maintenant, donc, on va donner la parole à Gauthier Mazeng d'Anyways pour un cas d'application. Oui. C'est à toi, Gauthier. Ouais, c'est bon. Merci. On est en... Ouais, ok, c'est parfait. Voilà. C'est bon, on est au début? Oui. Alors, hop. Voilà. Merci Emmanuel. Donc moi maintenant je vais vous montrer en quoi l'impression 3D céramique peut être utilisée pour des applications très techniques comme la conception d'antennes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler rapidement d'Anywaves. Donc Anywaves, hein, c'est un pur équipementier antenne qui a été fondé en 2017 par Nicolas Capet, donc un ancien expert du CNES, à Toulouse. Après, oh pardon, j'ai perdu le... Pardon. Après différentes incubations en 2019, on s'est installé en plein centre-ville de Toulouse. On a diversifié notre catalogue et aujourd'hui, on est donc en 2021, on était une vingtaine de personnes et en 2022, à la fin de l'année, on sera à peu près une trentaine de personnes. Donc, un rapide aperçu du catalogue de ce qu'on peut proposer comme antenne. Donc, on a une offre diversifiée pour le New Space. Donc, on propose de la bande S, télémesure, télémétrie, de la bande X. Et on a également des antennes GNSS. Donc, on a la GNSS toute bande, c'est-à-dire qu'elle est capable de recevoir tous les signaux GNSS. Et on a la GNSS E1L1. Donc, celle-ci utilise de la céramique et je vais me concentrer sur celle-ci. Donc, c'est une antenne qui se concentre uniquement sur la bande E1 et L1, donc du Galileo et GPS, et qui est donc plus compacte que notre GNSS All Band. Donc, la GNSS E1 et L1, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des performances, hein, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais vous voyez, voilà, la partie blanche ici, elle est faite en céramique imprimée en 3D, et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, grâce à cette céramique, on arrive à avoir une antenne qui a les performances et la compacité exactement, on va dire, désirées pour des applications spatiales de navigation. Donc, tout d'abord, je vais vous dire un mot sur la technologie qu'on utilise. Donc, c'est une technologie qui est brevetée par Anywaves et qui a été développée en très étroite collaboration avec Xlim et 3D Ceram pour la fabrication des pièces. Donc, on est passé, on va dire, du concept en 2015 à aujourd'hui, on a des antennes qui sont qualifiées pour le spatial et qui ont même déjà été vendues à plusieurs clients et qui, pour ainsi dire, attendent sur le pas de tir. Donc, la technologie, en fait, c'est très simple. Ça consiste à venir évider la matière avec un motif périodique. Et en évidant cette matière, en fait, on vient personnaliser les propriétés RF du matériau pour s'adapter aux besoins de la mission et du design. Donc, cette technologie, elle est basée sur un couple matériaux et procédés. Le procédé, c'est de l'impression 3D. Alors, pour différentes raisons. La première, déjà, c'est que
Vous voyez ici, vous avez un exemple des pièces qu'on fabrique. C'est des pièces qui sont très complexes à fabriquer et seule l'impression 3D le permet. Et en plus, quand on était en phase de concept préliminaire, on avait justement ce que disait Arnaud tout à l'heure, on avait cette souplesse de pouvoir très facilement adapter notre design, l'ajuster sans avoir besoin de refaire un outillage, un moule ou quoi que ce soit. Il suffisait de lancer l'impression et on avait tout de suite des pièces fabriquées et on pouvait étudier les résultats. Et donc, en plus du procédé, c'est un couple aussi avec le matériau de la céramique, parce qu'il faut savoir que ce genre de technologie existe depuis un moment. Elle était utilisée avec du plastique. Mais le plastique, c'est un matériau qui est beaucoup moins noble que la céramique, et ce pour plusieurs raisons. D'un point de vue RF déjà, donc d'un point de vue radiofréquence, la première raison, c'est que la zircone a une permittivité qui est très élevée, autour de 32,5. Ouais, si on compare à du plastique, le plastique va être autour de 2, 3, 4. Et je vous expliquerai sur la slide d'après en quoi cette permittivité nous offre des degrés de liberté pour la conception d'antennes. Et en plus, donc, la céramique d'avoir une permittivité très élevée, elle a de très faibles pertes diélectriques. Voilà, on raisonne en tangente delta. Elle a des pertes qui sont inférieures à 10-4. Et encore une fois, si on compare au plastique, le plastique est plutôt autour de 10-2. Donc, ça veut dire tout de suite des meilleures performances antennes. Ça veut dire tout de suite une antenne qui est capable d'émettre plus d'énergie que si elle avait été faite avec des matériaux moins nobles. Et en plus donc, des performances RF de la céramique qui sont très intéressantes, comme l'a montré 3D Ceram et Sidart, c'est un matériau qui est naturellement très, très résistant mécaniquement et thermiquement, et donc très résistant à l'environnement spatial. Donc là, je vais rentrer dans le détail un peu de ce qu'on peut faire. Donc là, je vais repartir du concept, on va dire. Donc le concept, c'était basé sur des travaux de Brillouin, qui sont anciens. Les travaux de Brillouin, c'est, on va dire, moitié du milieu du XXe siècle, qui a montré que pour que l'onde voit un matériau homogène et isotrope équivalent, il fallait donc d'une part insérer un motif périodique avec une maille qui soit très petite devant la longueur d'onde. Donc ça veut dire tout de suite on est obligé d'imprimer des pièces avec des petites dimensions. Et en plus, il faut utiliser des réseaux cristallins. Alors il y en a plusieurs et un qui marche très bien, c'est la maille cubique face centrée. Donc la maille cubique face centrée, ce que ça veut dire, c'est assez simple en fait, c'est dans la matière, on vient faire des inserts ou des retraits de matière dans la maille périodique au milieu des arêtes du cube. Donc là, voilà, vous avez deux versions duales. Alors, il faut faire preuve d'un peu d'imagination, mais voilà, ici, vous voyez, vous avez des boules d'air, donc des retraits de matière, au milieu des arêtes. Et là, vous avez l'inverse, c'est-à-dire que vous avez des boules de zircone au milieu des arêtes du cube. Donc, grâce à cette technologie et avec des conditions de fabrication réalistes, on obtient des substrats équivalents qui ont une permittivité qui vont aller de 4 à 22 pour la zircone. Donc, ça nous donne une plage vraiment très élevée. Et en fait, cette plage élevée, elle va être très importante pour la conception d'antennes, puisque la permittivité, on va dire, elle joue sur deux aspects. Le premier aspect, c'est sur la compacité de l'antenne, c'est-à-dire que plus la permittivité est élevée, plus l'antenne est compacte. Mais en contrepartie, plus l'antenne est compacte, moins ses performances seront bonnes. Donc en fait, à chaque mission, on a un compromis à trouver entre la compacité et les performances. Et le fait de pouvoir choisir la permittivité à notre guise, ça nous permet en fait de venir vraiment trouver le bon point de fonctionnement, le meilleur compromis possible pour une mission donnée. Donc en bas ici, vous avez deux exemples d'antennes. Alors là, l'échelle, il faut voir, c'est à peu près, je pense que c'était 6-7 cm, à peu près, elles sont à peu près la même échelle, de deux antennes. Donc la numéro 1 ici, c'est une antenne patch, c'est une antenne très classique. C'est un plan de masse métallique sur lequel est posé un diélectrique, sur lequel on vient poser un patch métallique. Et ce patch métallique va résonner à une fréquence, et donc on va pouvoir rayonner et avoir une antenne à une fréquence, ou en tout cas sur une bande assez faible. Le deuxième concept ici est peut-être un peu moins connu, c'est ce qu'on appelle un DRA, donc un Dielectric Resonator Antenna. C'est une antenne qui est basée juste sur un bloc diélectrique.
Et en fait, le bloc diélectrique va avoir une permittivité très élevée qui va contraster, on va dire, avec l'espace libre. Et avec ce contraste, en fait, on vient créer artificiellement une zone de stockage d'énergie qui va être libérée à une fréquence, et donc aussi, pareil, cette antenne va rayonner à une fréquence. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu le concept, je vais vous montrer comment nous, on l'a appliqué pour concevoir une antenne. Ici, donc une antenne GNSS, qui on va dire étaient les prémices de l'antenne aujourd'hui qu'on vend comme antenne sur étagère pour faire du GPS. Donc on est parti donc du concept d'antenne que j'expliquais tout à l'heure, donc l'antenne de type patch. Alors ici, elle est tronquée pour avoir une polarisation circulaire. La polarisation circulaire permet simplement d'assurer une bonne réception du signal, quelle que soit l'orientation du satellite. Et donc, vous voyez là, la zone, là, le matériau qui est en... Donc, c'est de la simulation d'abord, hein, le matériau qui est en rose pâle. C'est un matériau, on va dire, artificiel et où j'ai joué sur ses propriétés diélectriques pour obtenir les meilleures performances, comme j'expliquais tout à l'heure, entre le bon compromis entre compacité et performance de l'antenne. Et donc, j'ai trouvé qu'il fallait que j'ai une permittivité de 6. Alors en plus, pour en faire un produit spatial, donc on a essayé de faire un concept qui soit très simple mécaniquement, qui soit robuste et le plus épuré possible pour éviter de rajouter trop de matériaux. Donc là, on a deux matériaux, on a de l'aluminium et de la céramique, de la zircone en l'occurrence. On a fait passer une vis au centre pour éviter qu'il y ait un potentiel flottant au niveau du patch. Alors on peut se permettre de, comme ça on pourrait avoir l'impression qu'on court-circuite le patch. Mais en fait, il y a un nul de champ à cet endroit-là, donc ça ne pose pas de problème du tout pour le rayonnement de l'antenne. Ensuite, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de soudure, donc on a une alimentation capacitive, c'est-à-dire il suffit juste que le coax soit proche du patch pour transmettre l'énergie et donc pour pouvoir rayonner. Et enfin, comparé aux autres antennes, on ne met pas de radome parce qu'en fait, les matériaux sont naturellement résistants, hein, la céramique et l'alu sont naturellement résistants à l'environnement spatial. Et donc finalement, si on mettait un radome, on mettrait juste un matériau qui serait un peu moins résistant que ces deux-là. Donc on n'a pas besoin de mettre de radome. Donc les étapes de mise au point, donc comme je disais, donc je pars, on va dire, d'une antenne conceptuelle. Ensuite, je viens créer la maille élémentaire qui permet de répondre à mon besoin que j'ai trouvé ici. Ensuite, on fabrique et tout le jeu, en fait, c'est de comparer à chaque fois ces étapes. Donc ici, je vous ai mis des exemples à un paramètre S en fonction de la fréquence, donc c'est-à-dire grosso modo la capacité de l'énergie, la capacité de l'antenne à accepter l'énergie à une fréquence donnée. Donc là, on retrouve les signatures typiques de ce genre d'antenne. On peut voir qu'il y a toujours de très légers décalages de la première étape à la deuxième étape. Alors c'est principalement dû à des artefacts de simulation, puisqu'on a des mailles très très fines devant la longueur d'onde. Donc voilà, d'un point de vue logiciel, c'est des simulations qui sont assez complexes. Et ensuite, quand on vient fabriquer, donc là, on voit qu'on a des réponses qui sont très, très proches. Et donc ça montre aussi la grande fiabilité de l'impression 3D. C'est-à-dire que ce que je prévois en simulation, je le retrouve très bien en mesure. Donc, c'est plutôt très bon signe. Et ça, voilà, ça nous a validé le concept antenne. Donc, une fois le concept antenne validé, évidemment, il fallait s'attaquer aux contraintes environnementales liées au spatial qui sont très fortes, que ce soit du lancement à l'orbite. Donc, les vibrations, les chocs, alors les ondes acoustiques, je ne vais pas en parler ici vu la taille de l'antenne. Ensuite, les cycles de température extrêmes auxquels on se doute la céramique va être naturellement très résistante. L'atox, les radiations et évidemment, la maintenance en orbite est impossible, donc on se doit de faire des qualifications très sévères sur certains modèles pour s'assurer que l'antenne pourra tenir tout ce cycle de vie. Et ensuite, sur nos modèles de vol, on fait des tests d'acceptance pour s'assurer que l'antenne est fonctionnelle. Donc ici, je vais vous montrer quelques étapes de la qualification. Donc là, vous avez l'antenne qui est montée sur un pot vibrant pour les vibrations aléatoires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des niveaux, mais voilà, on est monté jusqu'à 34 GRMS donc dans la direction Z hors plan, ce qui est des niveaux très élevés pour ce genre d'antenne. Et le but, c'était d'essayer de couvrir tous les lanceurs qui existent aujourd'hui. Ici, donc j'ai une petite vidéo pour vous montrer les essais de choc. Donc les essais de choc, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, on a un bélier
ici qui va venir taper sur une poutre et l'antenne est posée sur cette poutre. Et donc, ça va créer voilà, un choc sur l'antenne. Et on peut regarder la vidéo, elle ne dure pas longtemps, elle dure une dizaine de secondes. Donc ici, on peut voir le fil qui commence à chauffer. Vous allez voir, il va devenir rouge. D'un coup, voilà, le fil lâche, hop, ça tape sur la poutre et on regarde si l'antenne déjà a conservé son intégrité mécanique et ensuite si elle est toujours fonctionnelle. Et donc là, bien évidemment, c'était le cas. Et enfin, un dernier type d'essai, donc les essais thermiques sous vide pour, on va dire, simuler le cycle de vie d'une antenne en orbite. Donc, on a fait d'abord des premiers cycles à plus 120, moins 120. Ça se passait très, très bien. Donc, on est monté même à plus 150, moins 150. On a fait plusieurs cycles et l'antenne n'a pas du tout bougé avant et après et même pendant. Donc ici, pour illustrer ce que je vous dis, donc je remonte plusieurs paramétrages qui ont été effectués pendant toute la campagne et on peut voir que ça ne bouge absolument pas. Donc ça veut dire en fait que voilà, l'antenne a passé la campagne avec succès et elle est parfaitement adaptée pour l'environnement spatial du décollage jusqu'à l'orbite. Et enfin, vu qu'on parle d'antenne, je vais quand même vous montrer un diagramme de rayonnement. Donc, sur l'image ici, donc, vous voyez l'antenne qui est montée sur un socle dans une chambre anéchoïque pour mesurer son rayonnement, donc c'est-à-dire évaluer la capacité de l'antenne à rayonner et savoir où elle distribue l'énergie dans l'espace. Donc, pour les antennes patch, ce qu'on prévoit, en fait, c'est que la majeure partie de l'énergie va dans le demi-espace supérieur. Je montre aussi le taux d'électricité ou accélération, peut-être ça parle plus en anglais, c'est-à-dire la qualité de la polarisation circulaire. Voilà. Plus on est proche de 0, plus la polarisation est bonne. Et jusqu'à 3 dB, c'est ce qu'on juge comme étant une bonne polarisation circulaire. Donc en simulation en mesure, on peut voir que les mesures de gain sont quasiment identiques. On a le même max, on a vraiment les mêmes niveaux, ça marche très bien. Et en accélération également, donc on a un tout petit peu plus élevé en mesure, mais ça c'est normal, c'est toujours parce qu'il y a un très très léger shift en fréquence entre la mesure et la simulation, mais rien d'alarmant puisqu'on voit qu'on est largement en dessous des 3 dB. Donc c'est ce qu'on cherchait. Donc voilà, une fois toute cette qualification de campagne effectuée, puis précédemment aussi tous les travaux de recherche, donc on a pu aboutir à enfin notre premier produit spatial utilisant de la céramique. Donc ici qui a été légèrement, donc ici on avait le concept, qu'on a ensuite fabriqué une antenne à partir de ce concept et là on l'a adapté pour qu'elle soit le plus facile à intégrer sur des petites plateformes. Et ici on a un exemple où on voit l'antenne montée sur une maquette donc NES, développée par U-Space avec le CNES. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci Gauthier. Alors oui, il y a quelques questions pour vous deux. Alors la première question, je pense qu'elle est plus adressée à Arnaud parce qu'elle nous est arrivée en début. Avec les 20% de rétrécissement pour une dimension visée de 1 cm par exemple, quelle est la marge d'erreur sur la longueur de l'objet final? Ou alors, je dirais peut-être, je remanierai la question, c'est pour obtenir 1 cm, qu'est-ce que tu es obligé de mettre comme marge supplémentaire? Le mieux, on peut même poser la question à Gauthier parce que les tolérances sur une antenne qui fait à peu près, en effet, elle fait combien? 5 cm Je t'ai pas entendu. Ouais, elle fait 6 cm. Et la tolérance sur la longueur, c'est quoi dans le plan de l'antenne qu'on fait pour vous? C'est plus ou moins 0,1, non? Ouais, c'est ça, ouais, plus ou moins 0,1. Donc voilà, on est sur des tolérances sur 6 cm, à peu près à une tolérance de plus ou moins 0,1 mm. Pour répondre à la question, je pense que c'était ça la question, non? C'était à peu près la tolérance dimensionnelle que l'on tient. Ouais. La marge d'erreur sur la longueur de l'objet final, c'est ça, ouais. Ouais. Et alors, la difficulté, c'est que on va dire, le retrait n'est pas le même dans les 3 directions. Donc, on a en X, Y, on a à peu près le même retrait, mais en Z, le retrait est un petit peu plus important. Donc, ça, c'est des choses qu'on prend
en compte au moment où on met les coefficients de retrait. Donc, sur l'objet 3D sur ordinateur, eh ben, on va lui donner les coefficients adaptés en X, Y, Z pour qu'on imprime la pièce à la bonne taille finale, quoi, en fait. Donc la même personne, elle pose une autre question peut-être adressée à Gauthier. Pour une permittivité visée de 6, pourquoi utiliser un Rogers? Alors, c'est une bonne question. Pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, pour les épaisseurs qu'on a, là, voilà, faut savoir que la céramique, pour le patch, l'épaisseur, c'est quelques centimètres. Ce qui est quelque chose pour du Rogers, du PCB qui se fait assez peu. Voilà, quand on va voir des fabricants de PCB et qu'on demande des épaisseurs pareilles, généralement, ils sont pas très à l'aise. Et en plus de ça, en fait, les pertes de la céramique sont plus faibles. Et le matériau est plus résistant. Donc, en fait, si on était passé par un Rogers, on aurait eu un peu plus de pertes et on aurait dû mettre un radome et on serait retombé dans les problèmes qu'on peut avoir du design conventionnel. Donc, c'est pour répondre à des problèmes qui, justement, apparaissent avec des matériaux type Rogers. Ok. Alors, une question. Quelle vitesse de déplacement de buse peut-on avoir sur un dépôt de filament et quelle épaisseur de couche? Je ne sais pas si tu sais répondre, Arnaud. Alors, la vitesse de la buse, c'est une bonne question, franchement, je ne sais pas. La deuxième question, c'était les épaisseurs de couche? C'était l'épaisseur de couche. Ouais, l'épaisseur de couche, je sais qu'on peut aller jusqu'à 150 microns. Sur la vitesse de la buse, je ne sais pas répondre. Donc, il suffit que je demande à Sidart et on pourra répondre à la personne si on connaît Tout à fait, si on a... on vous mettra en relation, pas de souci. Ok, merci. Une autre question. Quelles sont les propriétés mécaniques d'une céramique imprimée en 3D versus une mise en forme conventionnelle par injection, pressage ou usinage? C'est ce que je disais. Hein. En fait, notre objectif depuis 20 ans, ça a vraiment été de travailler sur les propriétés mécaniques pour rassurer nos clients et leur dire, écoutez, vous aurez les mêmes propriétés qu'une céramique fabriquée conventionnellement. Donc là, on a dû faire pas mal d'essais sur tous les différents matériaux qu'on a développés, alumine, zircone, nitrure de silicium. Globalement, on a travaillé sur les formulations, imprimé des barreaux, friter les barreaux, et on a fait tous les tests, par exemple, de résistance mécanique, flexion 4 points, pour s'assurer qu'on a les mêmes résistances mécaniques que une céramique usinée ou une céramique injectée. Donc la réponse c'est oui, on a les mêmes propriétés mécaniques que les céramiques conventionnelles. Ok, une autre question. Emmanuel, j'ai entre-temps Karen qui est à côté de moi et elle est demandée pour la vitesse de la buse et elle me dit qu'on est à 30 mm seconde. Ok. Quelle est la densité du SiC après fritage et quelle est la position des end-users quant à la porosité restante? Alors, la densité du SiC, je crois que Sidart l'a dit, 98%. Et la question, c'était quoi, pardon, Et après, l'autre question, c'était quelle est la position des end-users quant à la porosité restante? Pour le moment, c'est difficile de répondre, honnêtement. Pour le moment, ils se positionnent pas. Eux, ils nous disent quelle est la densité que vous pouvez obtenir. Et en fait, c'est eux qui vont nous dire si oui ou non ça peut correspondre à leurs attentes. Donc, il y en a pour qui ça va pas le faire. Il y en a pour d'autres pour qui ça posera pas de problème. Mais voilà, j'ai peu de recul là-dessus. En tout cas, ce que je peux dire, voilà, on est aux alentours de 98%. Ok. Est-ce que tu peux indiquer
demander quel est le positionnement de la techno SLA, donc stéréolithographie versus FFD, Fused Filament Fabrication. Ouais. Alors, la SLA a l'avantage, on va dire, de pouvoir faire des choses très précises, très fines, avec potentiellement un passage sur de l'industriel, avec des machines plus grosses. C'est vraiment l'image, le cas des Anyways. On a commencé avec des pièces très complexes, des détails très fins, avec les lattices, et puis on va dire une petite machine au début parce qu'ils ont des volumes bas. Et puis là, on se rend compte que on va commencer à passer sur de l'industrialisation, et tant mieux. Donc ça veut dire que leurs volumes vont augmenter et peut-être qu'il va falloir passer sur des machines plus grosses. Donc ça, c'est une possibilité avec la SLA. Le FFF, on est sur des machines déjà bien plus accessibles en termes de lancement de fabrication, en termes de coûts. On peut lancer la machine en 1 heure de formation, clairement, et on va faire plutôt du prototype, hein, une pièce par une pièce. Donc c'est un bon équipement pour démarrer dans l'impression 3D céramique, pour mettre un pied dedans. Voilà. Donc voilà globalement un peu ce que je peux dire sur le positionnement. D'accord. Alors justement, pour rester sur ça, donc effectivement à FFF, vous êtes positionné sur de la céramique, mais il expliquait aussi qu'il faisait du métal et notamment du titane et qu'il y avait des essais en cours sur le côté spatial. Mais est-ce que côté aéronautique, il y a des choses, des essais, des qualifications qui sont en cours? Est-ce que tu sais ça? Alors, ouais. Ce que je veux juste rajouter un point, c'est qu'aussi le FFF est un des points importants, et le fait que avec le FFF, on peut fabriquer des pièces en carbure de silicium. Comparé où aujourd'hui en SLA, nous c'est toujours en cours de développement, mais on a des problématiques d'absorption de la lumière lorsqu'on va imprimer ce matériau-là, donc ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc une des réponses que l'on apporte avec le FFF, c'est de pouvoir imprimer ce matériau carbure de silicium très demandé dans le spatial. Après, pour répondre à la question sur le titane, dans l'aéronautique, je sais que Siddharth, la startup qu'il a créée a été faite on va dire en collaboration avec l'ESA. Donc, en effet, dans le spatial, il a énormément de projets. Pour l'aéronautique, franchement, je sais pas actuellement. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Ok. Mais je vais lui poser la question aussi, hein, à Siddharth. Ouais, on lui posera la question, ok. Une dernière question, parce que je vois qu'on arrive bientôt à 10 heures. Le zéro dur, donc je crois un verre de type vitrocéramique, est-ce qu'il est imprimable en FFF? Oui, il est imprimable en FFF. Aujourd'hui, nous, il n'est pas développé en SLA, mais il est imprimable en FFF. Ok. Et tu dis qu'il y a une dernière question? Sur la densité du cycle à paraffûtage, si je l'ai posée celle-là. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ces présentations passionnantes et bien techniques. J'espère que vous aurez trouvé réponse peut-être à des attentes. Si vous souhaitez être mis en relation avec Arnaud ou Gauthier ou Siddharth, n'hésitez pas soit à passer par moi ou si vous avez noté leurs coordonnées, de les contacter directement. On se fera une joie de répondre et de vous mettre en relation. Merci Arnaud, Gauthier, Karen pour l'organisation de ce café techno, et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.